Or, partir en famille, dans une société où on n'a pas beaucoup de temps pour se voir, où on ne voit pas les grands-parents, etc., c'est peut-être le premier sens qu'on donne à ces vacances, c'est le moment qu'on passe ensemble. Et donc, évidemment qu'on donne un autre sens quand on fait du tourisme humanitaire, quand on cherche à tester ses limites dans un stage de survie. Mais il ne faut pas oublier que le premier objectif du départ en vacances, c'est de pouvoir se reposer. Au départ, c'est ça, c'est le repos du travailleur et c'est le fait de se retrouver en famille. Et c'est quand même un sens social, intime, personnel qui est premier. Et encore une fois, parce qu'on a pu faire ça, ensuite on peut donner un autre sens, citoyen, écologique, etc. Alors c'est beaucoup lié à des gens qui partent déjà en vacances en famille, par exemple, pour se reposer, et qui, en fait, en plus, vont partir en stage, ça peut être de poterie ou le stage de survie. Il y a plusieurs explications à ça. Alors, il y a la volonté de se distinguer, faire des vacances pas comme les autres, de se prouver des choses à soi-même, d'aller jusqu'au bout d'une démarche personnelle. Je fais du tango depuis 10 ans, là, je vais aller à Buenos Aires faire un stage de tango. Ça, c'est très important de pouvoir aller jusqu'au bout d'une démarche personnelle. On a l'impression que la seule notion de repos, de vacances ne suffit plus aux Français aujourd'hui. Il y a un décalage entre les discours et les pratiques, parce que dans les médias, dans la promotion touristique, l'artisanat et l'industrie touristique cherchent à mettre en avant des vacances actives, donc on va consommer des choses. Alors qu'encore une fois, dans les pratiques, on est essentiellement dans le fait de se retrouver entre soi, puisque en fait, on se retrouve en soi pendant ces moments-là. Et faire des choses, ça peut être aussi faire des choses avec sa famille. T'as eu peur, je t'ai vu sursauter. C'est aussi ça, donner du sens à sa vie. Ils sont actifs. Ils sont actifs. Alors, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus uniquement être considérés comme des touristes ou se considérer comme des touristes, comme si ce mot était devenu un peu péjoratif. Alors en fait, il a toujours été péjoratif, peut-être pas pour Stendhal qui invente le terme dans Mémoire d'un touriste, mais en fait, dès le départ, dès Chateaubriand, on se moque des touristes. Le touriste, c'est celui qui est en groupe, celui qui est un suiveur et qui s'oppose aux voyageurs cultivés qui voyagent depuis le XVIIe siècle, etc. Donc le touriste est toujours mal vu. Et on est tous des touristes et on cherche tous à ne pas être des touristes. Mais ça encore, c'est quelque chose qui est un discours tenu par ceux qui partent vraiment en vacances et qui est très européen en fait. Parce qu'aujourd'hui, les Chinois, par exemple, cherchent à accéder au tourisme et pour eux, c'est pas quelque chose qui est péjoratif d'être un touriste, c'est un objectif. À quoi servent ces vacances que je viens de vivre, ce week-end, ce stage de survie? Qu'est-ce que ça peut apporter? Ça apporte peut-être moins en termes de vacances que dans le rapport à la vie quotidienne, à la vie professionnelle, etc. et à la représentation qu'on a de soi-même. Donc il y a se dépasser, montrer aux autres qu'on peut se dépasser, donc c'est logique aussi de distinction. Montrer aux autres, ça c'est important. Montrer aux autres, revenir et dire qu'on l'a fait, quoi. Alors on est en période de crise. Est-ce qu'une période comme celle-ci modifie la façon dont on prend nos vacances? On se tourne vers justement l'essentiel, c'est-à-dire le fait de pouvoir partir dans la famille, etc. Mais il y a une chose qui est assez étonnante, c'est que même si on se dit dans la crise que les gens ont des problèmes financiers, etc., c'est devenu une obligation sociale. C'est-à-dire que c'est pas imaginable de ne pas partir en vacances et ça peut être vécu comme un drame dans des milieux populaires où on ne peut pas partir en vacances, le fait que les enfants ne partent pas. À quoi ressembleraient les vacances de demain? Avant, on pensait que les vacances étaient opposées au travail. En fait, on s'aperçoit que c'est opposé au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui partent de plus en plus en vacances, c'est les retraités. Ça veut dire aussi que les gens, par exemple, qui voyagent beaucoup, quand ils sont en vacances, ils ne partent pas. Donc ils ne cherchent pas à partir, ils cherchent à sortir de leur quotidien qui est mobile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dissocier vacances et voyage. Tout à fait. Le voyage est une partie des vacances. Quand on est en vacances, on peut rester chez soi, ou alors on peut partir faire un circuit, ou partir dans la famille, etc. Ce qui reste l'essentiel de la population française. Tout à fait. Merci Saskia. On y va? Merci. Oui, on y va. Allez. Mon plat préféré, c'est le tagine marocain. Et ma musique préférée, c'est la musique touareg du désert. Mon plat préféré, des lasagnes. Et ma musique préférée, la pop rock. Ma musique préférée, c'est Là où je t'emmènerai de Florent Pagny. Et mon plat préféré, c'est les pizzas. Dans un instant. Moi, j'adore les gosses. Alors rien que pour eux, voici un petit rébut économique pour jouer chez vous. Chaque matin, je pars découvrir le monde. Il y a à chaque fois des exploits, des surprises, des drames, des nouvelles de toutes sortes. Il faut les vérifier avant d'informer. Redécouvrir le monde tous les jours, c'est une chance. Cette chance, c'est
mon métier. Sur France Télévisions, ce soir. France 2, Agatha Christie fait sonner l'heure zéro dans un huis clos signé Pascal Thomas. France 3, les 2 premiers épisodes de votre série événement Les Piliers de la Terre. France 4, Danny the Dog, Jet Li n'est pas prêt de se laisser caresser. France 5, le Dog du dimanche. À qui profite le bien-être? France O, au live, les coulisses et le concert, Ben l'Oncle Soul au Zénith. J'ai eu honte, d'abord. Mais ensuite, l'horreur. Il y a 50 ans, la guerre d'Algérie finissait. L'Algérie, c'était faire notre histoire, sortir du colonialisme. Il y a 50 ans, l'Algérie accédait à l'indépendance. Les Français ne connaissaient pas la société algérienne. Ils ne pouvaient pas nous imaginer. Je parle souvent des cicatrices de l'histoire parce que j'en porte une. Une histoire algérienne, 50 ans jour pour jour après les accords d'Évian, dans la case du siècle de Fabrice d'Almeida, ce soir à 22 h sur France 5. Christian, c'est la régie. C'est clair. Top, ça y est, Christian, t'es en HD. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Dr Cac, comme moi-même. Ce magazine de vulgarisation de l'économie. Cette semaine, toute l'équipe de l'émission n'a pas chômé pour traiter des sujets brillants, pointus, parfois dérangeants et intéressants, surtout pour moi, Christian Cac. Et quand il y en a pour Cac, il y en a pour France 5. Et si je laissais la parole à un jeune qui n'a pas sa langue dans sa poche? Parce que s'il avait sa langue dans sa poche, ça voudrait dire qu'il a une grande langue. Brian? Oh, pardon, j'étais au cabinet. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, la dernière goutte est pour la chemise. Bon, voilà du sommaire. Alors, un premier sujet où on apprend qu'il n'y a pas que la petite bête qui monte et qui descend. Non, il y a aussi les salaires. Salaire, ça monte et ça descend. Je parle pas du mien, je suis stagiaire. Ensuite, on va apprendre qu'on ne met pas que les chiens dans les niches. Et oui, on peut aussi glisser sa feuille d'impôt. À chacun sa niche, j'ai envie de dire. Ensuite, un sujet pour les pyromanes. Pourquoi leur flambe? Ben, ça flambe parce qu'on y a mis le feu. Mais c'est pas moi, j'ai arrêté de fumer. Ensuite, une question existentielle. Le numérique va-t-il tuer le livre? J'en sais rien, moi. J'avais bien aimé le film Numérique m'a tué. Et pour finir, un sujet qui m'intéresse beaucoup. Les émergents sont-ils plus forts? En tout cas, pas la balle aux prisonniers. Voilà. Oh, qu'est-ce que je suis bon. Je me sens d'avoir mon émission d'Écho Junior, hein. Ah, mon petit Brian, quand tu auras du poil au menton, je te laisserai peut-être présenter cette émission. Tu seras mon joker à moi, mon David Pujadas. Sauf que je ne te coifferai pas pareil. Mais j'augmenterai ton salaire, quelle que soit la situation. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Chaque mois, des millions de salariés en France reçoivent une rémunération pour leur travail, mais la crise économique a sérieusement freiné les augmentations. Et en 2009, une entreprise sur 3 avait gelé les salaires. Mais demain, y aura-t-il un dégel pour ces fameux salaires? C'est l'histoire de Benjamin Franck II, directeur d'une troupe de théâtre professionnelle qui aimerait bien augmenter ses équipes. Mais en ces temps difficiles, et avec l'inflation, il a peur qu'une simple hausse de salaire lui coûte cher et ne puisse pas satisfaire ses salariés. Paul Verlune, poète maudit amateur et directeur financier d'une usine de couscous, un gars qui s'y connaît en salaire, lui a expliqué. Salaire, ça monte ou ça descend? En fait, je m'appelle Benjamin Franklin, mais mon frère s'appelait Benjamin Franklin aussi. Ah oui, c'est confusant. Et du coup, je m'appelle Franck II, c'est plus simple. Bon alors, les salaires de mes employés, je fais quoi, hein? Déjà, tu te réjouis qu'ils soient français, parce que s'ils étaient allemands, t'aurais dû les augmenter encore plus que ce que tu dois. Et si je les augmentais juste de 0,5%, ça suffirait? Ça, c'est ce qu'ont eu cette année les fonctionnaires. Tes salariés, c'est le secteur privé, ils s'attendent à plus. Plus de combien? 1 ou 2 euros? Bah, tu vas comprendre, je te fais un crobard. En 2010, les salaires dans le privé avaient augmenté de 2,6%. Et en 2011, malgré une croissance morose, ça devrait être aux alentours de 2,8%. Ouais, c'est pas mal quand même. Oui, enfin, il n'y a pas de quoi se taper l'arrière-train. Entre 2005 et 2008, la hausse moyenne des salaires, c'était plutôt 3% par an. C'est toujours mieux qu'une baffe dans la gueule. Il y a quand même un problème, avec une inflation d'environ 2% en 2010. Finalement, les salaires réels n'ont pris que 1%, non? Tout à fait. Propose à tes employés de les augmenter en nature. Tu paieras moins de charges et eux, ça peut leur faire plaisir. T'as raison, Léon. Alfred, ça fait 17 ans que t'es le régisseur de la troupe. Cette année, tu vas gagner plus, mais je vais pas t'augmenter ton salaire. Je te paye en plein d'essence. Oui, mais j'ai pas de bagnole.
Alors, ces augmentations en nature, ça dit quoi? C'est pas encore au point, mais c'est peut-être une piste. Benjamin, t'es où? Oh, excuse, en ce moment je répète une pièce sur l'homme invisible, parfois je disparais. Dis-moi, est-ce que je dois augmenter tout le monde dans ma troupe? C'est toi le patron, c'est toi qui décides. Mais en gros, il y a 2 écoles. Première école, on augmente collectivement. Deuxième école, on fait du cas par cas en ciblant certains postes qu'on veut privilégier. Eh, dis donc, t'as une bonne tête, toi, je te rajoute 500 €. Non. Mais en 2011, justement, les augmentations de salaire en France étaient surtout individuelles. Moi j'aime la deuxième école, à la tête du client, c'est arbitraire, ça me plaît. 2 minutes, je vais augmenter quelqu'un. Donald, t'es le plus mauvais comédien de la troupe, mais tu fais poiler de rire le public. Je t'augmente, je te paye en valise, vide bien sûr. Grâce à toi, j'ai compris un truc. Comme disait l'autre, augmenter les salaires, c'est comme les antibiotiques. C'est pas automatique. Ah bah, t'es où encore? Oui, quand je dis des âneries, je disparais. Je maîtrise pas encore l'homme invisible. Vous l'aurez compris, l'augmentation des salaires n'est pas une science exacte. Hakuna Matata, la sœur de ma mère, aimerait faire un point à ce sujet. Oui, bah j'ai des photos de toi, t'as pas changé, avec tes petits cheveux en arrière, là. Alors c'est sûr, se faire augmenter, c'est un combat. Le plus simple pour gagner, c'est pas de travailler plus, mais de changer de job. La preuve, 60% des cadres qui ont changé d'entreprise ont été augmentés. Et pour 2012, faut pas s'attendre à des miracles. Les hausses des salaires, ça va plutôt ressembler à 2008. On fait un pas en avant, 2 pas en arrière, c'est mieux que le tango. Merci à Matata, Hakuna Matata. On sait ce qu'il nous reste à faire. Que voulez-vous? Ce n'est pas tous les jours grand soleil au pays de l'économie. Et à ce propos, où en est-on au niveau du temps? Un petit point météo s'impose avec Bernard Daprès, le frère de Sophie Davant. Alors, demain matin, grand beau temps pour 3 patrons sur l'Europe, hein, alors aucune grève prévue dans l'immédiat. À midi, un petit coup de chaud sur les marchés avant le déjeuner si les agences de notation décident de remettre le nez dans les comptes du Portugal, de l'Italie, de l'Irlande, pour nous faire schmir bien sûr. En fin de journée, pluie de licenciements à la montagne, notamment, hein, dans les stations de sport d'hiver. Ici, donc c'est plutôt 50 mètres, hein, basse altitude, bien évidemment. Alors si j'appuie sur la pompe, bah là, ça fait 60 mètres, c'est 10 mètres de plus pour une station basse altitude, c'est pas mal. Voilà, et enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que demain, c'est la Saint-Patron, c'est la fête des patrons, puisqu'ils touchent leurs dividendes. Voilà, Christian, c'est terminé. Merci Bernard, c'était parfait, cette météo économique qui ne veut rien dire. J'ai l'impression de voir Michel Berger et je ne m'en lasse pas. C'est toujours important de savoir si le ciel ne va pas vous tomber sur la tête, mais on n'en est jamais sûr. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que l'année prochaine, on paiera encore des impôts. En France, on paye presque tous des impôts. Mais malins comme des singes, on réussit toujours à payer moins que prévu en profitant d'exonérations fiscales, les fameuses niches qui profitent quasiment à tous. Il en existe 500, qui représentent 72 milliards d'euros de manque à gagner. L'État veut en supprimer certaines pour réduire son déficit. Mais ce n'est pas si simple. Julien Sombre et sa femme Mélissa Métis, originaire d'Ibissa, ont fait fortune dans la vente de glace à emporter. C'est fatigant hein, de gagner de l'argent, hein chérie? Oui. Aujourd'hui, ils veulent défiscaliser leurs bénéfices pour ne pas payer trop d'impôts et cherchent une niche fiscale. Un de leurs clients, mon ami Jean-Patrick Foulard, dermato-fiscaliste, va leur trouver une solution. Fiscalité. À chacun sa niche. Mauvaise nouvelle, chérie. On a gagné trop d'argent cette année. Mon amour, c'est génial. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces sous? Ah, on va se faire allumer par les impôts. À moins d'investir dans un secteur pour profiter d'un abattement fiscal, voire pas payer d'impôts. Nous, les vendeurs de glace en extérieur, on peut limiter nos impôts, mais comment donc? En profitant des niches fiscales que le gouvernement n'a pas encore supprimées. Dans les 500, il y en aura forcément une pour nous. Ouais, bah les gars, on reviendra plus dans cette niche, parce qu'on peut jamais rien défiscaliser ici. Mon chéri, quand tu fais ton sérieux comme ça, j'ai les poils qui se dressent. Une niche fiscale, c'est juste un avantage pour les impôts, c'est ça? C'est une attention particulière envers certains secteurs d'activité. La TVA à 5,5 dans la restauration, c'est une niche, une faveur fiscale. Allez, range-moi tout le merdier, on va voir mon conseiller fiscal. Mais il y a d'autres combines qui peuvent nous être utiles. Lesquelles? Bah si je le savais, j'irais pas voir mon fiscaliste. Ah bah oui. Oh, sacre bleu, on a crevé. Alors les nouveaux riches, on cherche des tuyaux fiscaux? Salut vieille branche, je suis à la recherche d'une bonne niche fiscale pour limiter mon imposition. Bouge pas, je vais mettre mon chapeau et parler face caméra, ça fait plus sérieux. Bon, les niches fiscales, c'est comme des subventions indirectes, un moyen pour le gouvernement d'aider certains secteurs ou certaines catégories de gens. Ah oui, comme les services à la personne, les travaux d'isolation, changer ma chaudière, tout ça. Ouais. Et les abattements pour les pensions de retraite ou les handicapés, c'est aussi des niches? Exact, et tu peux aussi investir dans les petites entreprises, ça les aide à se développer, tu pourras le déduire de tes impôts. Chérie, donne-moi tes économies, je vais les placer dans une petite entreprise. C'est ma poche. Comme ça, tu défiscalises dans ma poche. Attendez, ça y est, j'ai de la lumière au premier. Ah, ça veut dire qu'elle vient d'avoir une idée.
Ma sœur, qui cultive la truffe, m'a dit qu'elle n'est pas imposée là-dessus. On va faire des glaces à la truffe. No comment. Tardez pas trop quand même à profiter de ces avantages. L'État s'assoit sur près de 72 milliards d'euros de recettes avec ses exonérations. En ce moment, ça l'arrange pas trop. L'État va pas supprimer un système utile économiquement. Dans les 500 niches fiscales, elles sont pas toutes efficaces. Pour pas se faire flinguer par les impôts, on a qu'à aller en Suisse vendre des glaces en plein hiver. Ouais, bon bah là, il y a plus de lumière du tout, ni au premier, ni au rez-de-chaussée. Oh ouais. Ces avantages fiscaux sont une aubaine pour certains, mais aussi un casse-tête pour l'État. Faut-il s'en passer définitivement? Bruno Shetland, mathématicien, ne mâche pas ses mots à ce sujet. Et comme je le comprends, allez vas-y Bruno, crache ton venin. Ok les kids, le gouvernement français veut atomiser des niches fiscales pour récupérer 3 milliards d'euros dès cette année. Mais face au lobby, ces groupes de pression, comme les restaurateurs, les taxis, les journalistes et tutti quanti qui défendent tous leurs avantages, la bagarre va être sévère. Vous avez pris des notes, je vais pas répéter. Parfait. Pour une fois, c'était clair. À vos niches, les pépères. Moi, si je devais vraiment investir dans quelque chose de solide, j'investirais dans la réclame, parce que ce sont nos amis annonceurs qui soutiennent ce programme et me permettent de maintenir mon niveau de vie. On peut bien leur rendre un hommage de temps en temps. C'est le moment de le faire. Ils sont bruyants. Ils sont pénibles. Ils ne respectent rien. Et en plus, ils parlent mal. Va te faire cuire un œuf et mange le blanc. Mais de qui parlez-vous? Mais des gosses, bien sûr. Les gosses. Ah! Ça épuise. C'était un message de l'association des parents au bout du rouleau. Non, Steven, pose cette fourchette. Aïe! Ah, quand la réclame nous ouvre les yeux sur la vie, c'est beau, ça vaut de l'or. Belle transition pour vous parler de ce métal précieux, valeur sûre pour les uns et inébranlable pour les autres. En cette période de crise et d'incertitude, on le part de toutes les qualités. Alors, faut-il tout miser sur ce fameux métal jaune et doit-on se précipiter pour acheter des lingots? C'est l'histoire de Ignace Figuré et de sa femme Hortense, une femme flamboyante, une pépite, un trésor, une femme en or en somme. Seulement voilà, Ignace redoute de perdre sa précieuse épouse. Face à la flambée du métal jaune, il redoute de se la faire dérober et voudrait la placer en lieu sûr. Il hésite entre le coffre-fort du salon, le matelas ou l'envoyer en Suisse. Face à toutes ces interrogations, et pour protéger Hortense, qui mieux que Étienne Propre, chercheur d'or en appartement, pour répondre à ses angoisses. Pourquoi l'or flambe? Votre épouse est une femme en or, intéressant. Combien pèse-t-elle? Pas loin de 73 kilos. Et quand on considère que 30 grammes d'or peuvent valoir jusqu'à 1300 €... Je n'ai pas l'once d'un doute sur la valeur de ma femme. Vous tombez bien. L'once, c'est l'unité qui permet de mesurer la valeur de l'or, plus de 600% depuis 10 ans. C'est encore mieux que l'immobilier parisien, qui a pris en même temps 50%. Un conseil, mon vieux, faites manger votre femme. Faire grossir Hortense, elle est déjà bien gironde. N'hésitez pas, en temps de crise, les gens se battent pour avoir de l'or. Vous vous appelez Hortense? Non, Guy. Ah, pardon. Je le savais, c'est la ruée vers Hortense. Elle attise toutes les convoitises. Je veux, mon neveu. Une femme à plus de 3 millions d'euros, ça se protège? Surtout avec la crise, quand les temps sont durs, on se retourne vers les valeurs refuges comme l'or ou la pierre. Et pas besoin de s'y connaître. L'or, c'est l'or. On sait ce qu'on achète. C'est palpable, rare, précieux et universel. En revanche, l'or à repasser, c'est pas évident. Mon Hortense, mon lingot, mon louis d'or. Attendez. Soit vous l'appelez Hortense, soit vous l'appelez Louis, mais vous l'appelez pas les deux à la fois. Et si la bourse s'effondre? Justement, l'or, enfin Hortense, deviendrait la monnaie ultime pour échanger. Le mieux, c'est de la cacher. Si vous craignez de stocker de l'or chez vous, oui. Achetez plutôt des titres, c'est un petit peu comme une action, mais là, vous êtes plusieurs à posséder un même morceau d'or. Celui-là, ils sont pas prêts de venir me le chercher dans le nez. Je suis tranquille et demain, je me mets un lingot dans l'œil. Hors de question de partager Hortense. C'est mon or à moi. Ils peuvent pas me lâcher la grappe, c'est vrai, il y a plein d'or ailleurs. Le plus gros stock d'or, c'est les États-Unis, 8000 tonnes. L'Allemagne arrive ensuite loin derrière, avec 3400 tonnes. Quand même. Puis le Fonds monétaire international, suivi de l'Italie, et enfin la France, se maintient en 5e position avec environ 2400 tonnes d'or. Ouais. Eh oui. Soyez francs, qui pourrait me piquer ma femme? Les cambrioleurs. C'est devenu plus intéressant de voler de l'or que des écrans plats. Et faites gaffe aux Indiens, c'est les premiers consommateurs d'or au monde. Hortense pendue au cou d'un Maharaja, mais c'est affreux. Et en gourmette, ce serait pas mal, Hortense, non? Ça ne me fait pas rire. Et en médaille de baptême? Oh mais, attendez, revenez! Au sens propre, comme au figuré, quand on a de l'or entre les mains, on en prend soin. La ruée vers l'or n'est pas prête de s'arrêter. Ce n'est pas mon ami Jean-Claude Oursin, observateur à la jumelle du centre de déplacement de l'or, qui dira le contraire.
Cher Christian, vous n'êtes pas prêt d'arrêter la ruée vers l'or. En Allemagne et au Moyen-Orient, les gens sont dingues au point que des distributeurs automatiques de micro-lingots et de pièces ont été installés. En France, il n'y a pas encore de guichet où retirer de l'or, mais le jour où ils installent pour de vrai des distributeurs d'alliances plaquées or au milieu de mairies, je m'immole et je crache. Et vous ne seriez pas le seul. Il y a une séquence dans cette émission qui vaut tout l'or du monde. C'est la libre antenne de nos amis internautes qui sont chauffés à blanc par ce reportage doré. C'est le Visiomail. Pour pas qu'on me vole mon or, je l'ai mis en lieu sûr, dans un petit coffre-fort miniature, dans mon ventre. Ça n'a pas été facile. Pardon, j'ai l'or qui remonte. Je suis vraiment désolé. Moi, je suis allergique à l'or, alors je lui parle pas. Moi, je parle à Brigitte, à Géraldine, à Nathalie. Et regarde-les derrière, ils cherchent l'or partout. C'est moi qui l'ai mis dans mon froc. J'ai tout dans le bénouse. Bon, je vous laisse. Non, je peux pas rester, je le perds, là. Quand on entend ça, on se dit que la liberté d'expression est la plus belle invention de l'homme après l'extinction de voix. J'en connais une dont le chignon est toujours ridicule mais qui ne perd jamais sa voix. C'est Viviane Lee qui va nous lire son rébus parce qu'elle le lit mieux que personne. Viviane? Bien balancé, mon Christian. 30 ans de rébus, j'ai jamais raté un rendez-vous, sauf en 56 chez mon coiffeur. J'ai raté la sortie d'autoroute, me suis retrouvé face à une autruche, à Pithiviers, c'est normal, j'étais aux eaux. Bien, bon, allez, on enquille, sinon on est encore là demain. Attention, vous avez 30 secondes pour trouver le rébus. Vous êtes prêts? Top prébasse. Non, j'avais pas envie de dire rébus. Alors, mon premier, poisson pour certains, souteneur pour d'autres. Mon deuxième, les papas viennent souvent à la deuxième et chialent toutes les larmes de leur corps. Mon troisième, nom de famille d'un chanteur des années 80 qui maniait le contrut et la houppette à la perfection. Et mon tout est l'analyse des comportements économiques à travers les grands agrégats. Les agrégats, bon, alors, c'est la réunion d'un ensemble massif d'éléments hétérogènes. Si vous voulez, c'est des petits morceaux d'économie qui, réunis, donnent un joli programme court. Christian, vous en savez quelque chose. Eh ben voilà le gong, c'est terminé. Mon premier, c'était un macro. Mon deuxième, écho, une échographie, voilà. Et mon troisième, mon chanteur préféré, Nomi. Klaus Nomi, il montait haut celui-là. Hein. Et le tout, c'est la macroéconomie. Voilà, vous vous coucherez moins tarte. Allez, un suppo, une pomme, et on s'endort. Qu'est-ce qui m'a foutu un menhir sur l'estrade, là? Viviane, en vous écoutant, on se sent moins bêta. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne fera pas de vos rébus un best-seller pour sauver la littérature papier. Moi, j'adore la technologie et le progrès. J'ai un agenda organizer, un téléphone cellulaire en vitro-céramique, mais j'hésite encore à acheter une liseuse électronique. Vous savez, ce petit écran numérique pour lire le dernier Anna Gavalda ou je ne sais quoi d'autre. Electra Rasputin, ancienne mannequin vedette d'une marque de moon boots du Caucase, vient d'apprendre à lire et écrire. Elle souhaite se faire construire la plus grande bibliothèque du monde, mais pour la remplir de quoi? De livres ou de liseuses électroniques remplies de livres virtuels? Mon ami Jean-Marie Canada, ébéniste en bibliothèque, et son assistante Gaëtane ont essayé de la canaliser. Le numérique va-t-il tuer le livre? On peut vous faire 2 bibliothèques, une pour les livres, une pour les liseuses électroniques, mais c'est un peu bêta. L'intérêt de la liseuse électronique, c'est que tu peux foutre toute ta bibliothèque dedans, tu gagnes de la place. Attention, dans une semaine, je me fais livrer 30 000 bouquins, plus 5 000 dictionnaires. Si je dois me faire livrer 30 000 liseuses parce que je les veux en double, en modèle électronique, faut que je m'organise, en fait. Je comprends. Il y a encore 2 ans, on faisait que des bibliothèques pour livres papier. Mais en 2009, quand Amazon, la plus grande librairie sur Internet, a lancé sa liseuse Kindle, ça a été la surprise. Hein, Gaëtane? Ouais, la Kindle surprise. Encore une comme ça et je t'arrache une molaire sans anesthésie. Hein. Depuis 2010, avec l'iPad d'Apple et la liseuse de Sony, ça s'accélère. Ça m'intéresse pas. Je vais m'en griller une petite. Cette année, 55 millions d'écrans tactiles devraient se vendre dans le monde. Ça, c'est un écran tactile en carton, ça marchera jamais. Après avoir révolutionné et mis en danger les maisons de disques avec les MP3, Internet pourrait ébranler l'industrie du livre. C'est la littérature en ligne droite. J'aime pas ton humour. Oh. Je commence à cerner l'affaire. Mais je vous préviens, je veux pas me flinguer les yeux en lisant guerre épais sur mon écran pourri, d'accord? Bah lui, il a acheté une tablette en chocolat numérique d'occasion en Suisse, ça lui a cassé les bras, les yeux, c'est horrible. Les tablettes numériques sont assez confortables et les liseuses fonctionnent à l'encre électronique. Ça fatigue pas du tout les mirettes. Et tu peux embarquer plus de 1000 livres dans une liseuse pour lire n'importe quoi, n'importe comment. Moi, je vais me lire tout Stendhal, plus tout Balzac, tranquillou bilou, au frais, puis je ferme parce qu'il y a du bruit. Qui va me vendre les livres à lire à l'intérieur de ces appareils? Un libraire électronique, peut-être? Ouais.
Vous achèterez vos livres sur Internet comme vous achetez vos musiques sur iTunes ou Fnac.com, voilà. Est-ce que les éditeurs pourront encore me proposer mon Guillaume Musso, mon Marc Lévy ou mon Catherine Pancol annuel? Pas de panique, ma truffe, ils pourront directement vous l'envoyer chez vous. Mais la menace pour les éditeurs, c'est le piratage de l'œuvre. Ah oui, le piratage. Oh, il va voir chaud, méchant, les libraires. Comme intermédiaire, ils risquent de sauter. Oui, seulement si je veux faire des autodafés et brûler des ouvrages pour chauffer ma maison, je pourrais pas le faire avec mes liseuses électroniques. Alors, lecture électronique hors note lecture électronique. Sur quel support les lecteurs préféreront la lecture au coin de la cheminée demain? Boubacar Diouf, auteur de romans à 1 page, nous livre son opinion sur les livres justement. Merci Christian, c'est très intéressant de vous entendre parler. Et j'entends siffler le train de la mort du livre, pour le livre sur papier. Le livre numérique, c'est vrai que c'est pas le pied. C'est marrant, je fais des blagues. Même si les ventes de livres numériques ne représentent que 5% du marché aux USA, les librairies trinquent déjà. Ça va forcément s'accélérer. Quand on sait que la mère d'Harry Potter a décidé de distribuer elle-même ses livres sur le net, eh bien, ça pourrait faire des émules. Merci Boubacar. L'économie, ce n'est pas de la gnognotte, c'est pas du blabla, c'est aussi des informations légères et drôles à la fois. Le saviez-vous? Aux USA, un fonds d'investissement qui n'a pas froid aux yeux investit sans se soucier du qu'en dira-t-on. C'est le Vice Fund, le fonds du vice. Un fonds vicieux géré par la compagnie financière USA Mutuals, qui investit dans le tabac, les jeux, l'alcool, l'armement, la pornographie, tout ça dans la plus stricte légalité. Alors que la morale, les bien-pensants et le politiquement correct auraient de quoi sauter au plafond du fond. Mais ce Vice Fund ne touche ni la drogue, ni la prostitution. Et oui, on peut être vicieux. Hey, qu'à voir mon fond. Et avoir une morale quand même. Le Vice Fund rapporte même plus que certaines valeurs de la bourse américaine. Le vice, ça rapporte. Et oui, le vice est de la vertu. Ça, vous ne le saviez peut-être pas? Maintenant, vous le savez. Sachez, chers amis, que je ne mange pas de ce pain-là, non. Moi, je gère mes économies en bon père de famille, et j'ai tout misé dans le bois en Amazonie. Et je suis irréprochable. Et la déforestation, Christian, t'y penses parfois? Sans transition, parlons peu, mais parlons bien de l'équilibre économique mondial. Les grandes puissances industrielles, toujours au cœur de la crise, voient leur domination économique bousculée par les pays émergents. Ces pays pauvres d'hier qui ont longtemps été considérés comme les petites mains et qui proposent aujourd'hui aux grandes puissances économiques de leur prêter de l'argent. Qui sont vraiment ces pays émergents? Abdelatif Mausolé, fervent supporter du parti communiste de son immeuble, persuadé que les pays émergents ont encore besoin de l'Occident, veut partir en mission pour instaurer un communisme light dans ces pays afin de les aider. Allez, serrez-vous là, on va mettre du communisme ici, là, et puis là aussi, un petit peu aussi, il y a de la place. Je lui ai conseillé d'aller présenter son projet à Radio Jones, une radio de jeunes conservateurs. Il sait faire se voir. Les émergents sont-ils plus forts? Bonjour, je m'appelle Abdelatif. Bonjour Abdel. Alors moi, je suis pas alcoolique, je suis communiste amateur, j'ai même un projet du tonnerre pour les pays détergents. Je t'arrête, on dit les pays émergents. Et ferme-la 2 secondes, on va être à l'antenne. Comment qui me parle? Radio Jones, c'est l'heure de votre émission, les réacs ont la parole. Abdel, balance tes âneries, personne t'écoute, il est trop tôt. Voilà, je propose d'imposer le communisme dans les pays émergents sous-développés pour les aider. Carton rouge, les pays émergents sont pas plus sous-développés que toi. Et pendant la crise récente, l'écart de développement entre eux et nous s'est drôlement resserré, sache-le. Vu que leur croissance économique carbure à donf, tôt ou tard, ils vont nous rattraper. Eh ouais, mon pote, les BRICS sont peut-être les locomotives de demain. Les BRICS, c'est pas une banque, ça? Espèce de ringard. BRICS, c'est le diminutif pour Brésil, plus Russie, plus Inde, plus Chine, plus Afrique du Sud. Oh, t'es cool, toi. Bon, là-bas, les salariés sont pas payés très cher. Ils ont pas tous des voitures, des micro-ondes, des machines à laver, tout ça. C'est pas juste. Ils sont moins riches que nous. L'important, c'est la croissance. Et celle des émergents ferait pâlir un trader. Paulette, graphique. Quand ils émergent, voire ils explosent. La Chine, en 2010, a enregistré une croissance de 10%. L'Inde, le Brésil se tirent la bourre avec une croissance entre 7 et 9%. La Russie et l'Afrique du Sud sont entre 3 et 4%. Mieux que la France, qui affichait péniblement plus 1,5% de croissance. Quoi, qu'est-ce que tu racontes? La France a une croissance inférieure au pays des détergents? Oui, parce que eux, les émergents, ont moins subi la crise. Contre toute attente, leur consommation intérieure a pris le relais sur leurs exportations.
Mais alors, ils ont plus besoin de mon projet de soutien. Salut les nazes, plus besoin de vous, je me tire. Hop, disparition. Quand on voit comment les pays industrialisés galèrent pour sortir de la crise, il y a du souci à se faire. Ouais. Et les PIB des BRICS en 2030 pourraient dépasser celui des 6 pays les plus développés aujourd'hui. Ah ouais? Et ça a déjà commencé. Depuis 2010, la Chine est la deuxième puissance économique derrière les États-Unis. Et ça en fait braire un bon paquet, hein? Faut pas que les Chinois me rattrapent, faut pas qu'ils me rattrapent, je suis quand même américain, je suis américain. Bon, alors mon projet de soutien aux pays émergents, il sert à rien. Il y a le feu à la baraque, ça perd l'hypopète. Ne jure pas à l'antenne, on va se faire déchirer par le CSA. Et oui, la roue tourne, le rapport de force change. Ça fait peur, mais on ne va pas se laisser abattre. Serait-ce l'heure d'un nouvel ordre économique mondial? Jean-Jacques Silverman, radiologue en hôpital psychiatrique, voudrait donner son avis sur la question. Mais ils sont où? Mais ils sont où? Mais ils sont où, les émergents? Ils sont en position aujourd'hui de nous soutenir financièrement. La Chine et le Brésil sont prêts à acheter de la dette européenne. En gros, ils nous prêtent de l'argent pour nous aider et nous, avec, on achète les produits qu'ils fabriquent. Pour nous, c'est le paradoxe. Pour eux, niveau économique, c'est le paradoxe. Merci Jean-Jacques, voilà une belle conclusion qu'on écoute et qu'on respecte. Ne faites pas comme ceux qui vont bientôt me succéder et qui ne respectent jamais rien car ils n'ont pas été élevés mais juste nourris. Je parle bien sûr des Laurel et Hardy de cette émission, les Eric. Mais t'as pas le téléphone du mec qui présente, là? Qui ça? Christian? Mais on perd un temps avec toi. Qui d'autre présente? Bah personne, il y a que lui. Eh ben c'est ce que je te demande, le numéro de Christian. Ah bah oui, je l'ai. Eh ben donne-le-moi. Ah, si c'est pour lui faire des remarques sur sa présentation, alors là c'est pas la peine. Depuis que tu bosses à France 5, tu te ramollis. Ah, ça n'a rien à voir. Dis-moi ce que tu veux lui demander et je te laisse son numéro. Ben, je voulais simplement savoir si sa maison était de plein pied. Ah bon? Ah bon? Ah bah tu me rassures. Alors, vas-y. Tu peux noter Christian Cac. 06 78 78 78 78 78. Il y en a pas un de trop, là. Tu crois? Oui, toi t'es en trop, vraiment en trop. Ah, si j'étais votre père, je me ferais un plaisir de vous désériquer pour ne plus avoir à vous supporter. En tout cas, merci Zolo d'avoir donné mon numéro à l'antenne. Eh oui, c'est vrai que j'ai que ça à faire de répondre. Bien, il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Rendez-vous demain pour une nouvelle thérapie économique du docteur Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Bonne soirée. Comment ça va La forme, victoire de la France hier, super. Tu sais là pour les Russes? Et mon pote, c'est bientôt l'heure, hein. On va être en retard. Moi, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Les femmes, on continue à s'asseoir dessus ou on change pour de bon? Tout à fait. Allons-y. Rejoignez le laboratoire de l'égalité. Nous n'étions jamais rassurés dans le Barro Putumayo, au sud de la Colombie, que se partagent les FARC, l'armée et les paramilitaires. Nous sommes remontés vers la source du fleuve, dans les hauteurs, dans le Alto Putumayo, la Suisse colombienne, peuplée en majorité d'Indiens Inga. C'était une région beaucoup plus reposante. Le climat des montagnes ne doit pas être propice à la culture de la coca, et le pétrole enfoui bien trop profond dans le sous-sol pour attiser les convoitises. La richesse locale, c'est l'élevage du cuy, sorte de cochon d'Inde à la chair très prisée par ici et qui fait cuy-cuy toute la journée. Pas de quoi s'entretuer, je confirme. Il y avait plein de petits cuys qui couraient partout dans la case en bois toute délabrée de Dominga, sous le regard éteint d'un chien plus perclus de rhumatisme que sa vieille maîtresse. Ici, j'habite seule. Et je ne peux pas me faire soigner quand je tombe malade. Je suis sans savoir quoi faire. Quoi d'autre? Je travaille petit à petit. Mais Dominga était plus alerte à la besogne que ce qu'elle voulait bien dire. Avec la machette dans ses doigts gourds, courbée sur ses pieds tout tordus, les mauvaises herbes n'avaient qu'à bien se tenir.
Qu'est-ce que je lui demande à mon Dieu? De m'emmener au plus vite, c'est tout. Qu'on m'amène au cimetière tout court. Parce que déjà, je n'en peux plus, quoi. En plus, avec cette maladie, ici, je ne peux ni travailler, ni marcher. Mais en plus, de l'oreille, je suis sourde. Parfois, je travaille et parfois, je continue à dormir. Je ferme la porte et je m'endors, comme ça, un petit moment, un petit moment. Ah bah ça, bien sûr qu'il faut que je me lève, quoi. Parce que j'ai mes petites poulettes, donc pour leur donner à manger, je me lève. Parfois à 7h, parfois à 7h30, parfois à 6h30. Quand je peux me lever, c'est comme ça. Parfois, je reste endormie, je ne peux pas me lever. Et quand j'ai très mal, il faut aussi que je me recouche. Voilà. Manger le dîner, prier et dormir. Comme je suis toute seule, je prie toute seule. L'histoire de Paris et de la France remonte à la surface. Le best-seller de Laurent Deutsch, enfin adapté, bientôt sur France 5. Évadez-vous en regardant votre magazine cinéma avec Groupama. Bonjour, cette semaine dans les salles, L'Oncle Charles, comédie de Étienne Châtilliez avec Eddie Mitchell, Alexandra Lamy et Valérie Bonneton. Alors qu'il apprend qu'il est atteint d'une maladie incurable, un richissime homme d'affaires installé en Nouvelle-Zélande décide de rentrer en France pour trouver des héritiers potentiels. Et qui va être l'héritier? Oh non, non, je te vois venir. Ah mais en plus, maman, tu t'appelles Louise comme elle. Et vous trouvez pas ça malhonnête? Bah non, franchement, non. Mais tu vois mal partout, maman. Ma nièce, elle est où? Elle est là, avec toute sa famille. Quel miracle de t'avoir retrouvé. Je sais ce qu'on va faire. On va organiser un voyage en Nouvelle-Zélande pour vous tous. Non, non, attendez, on arrête. Moi, je peux pas. Je vais tout vous dire. Tout à fait, ils étaient emballés. Tu vas rendre cet argent, Elodie. On l'a volé, c'est pas à nous. Oh, Louise était bouleversée. C'est n'importe quoi, hein. J'appelle Corinne tout de suite. Faut arrêter ce bordel pendant qu'il est encore temps. Putain, c'est le vieux. Ah, Louise. Les adieux à la reine, film historique de Benoît Jacot, avec Diane Kruger, Léa Seydoux et Virginie Ledoyen. France 1789. Loin du tumulte qui gronde à Paris, alors que la révolution est inéluctable, Marie-Antoinette vit ses 3 derniers jours. C'est à cause de moi que le peuple réclame votre tête. Quittez la France. J'ai peur, Alice. J'ai peur pour elle. Refusez ce que la reine va vous demander. Je ne peux rien refuser, la reine. Je me nomme Sidonie Laborde. J'étais la lectrice de la reine. J'obéis à la reine. Bientôt, je serai loin de Versailles. Bientôt, je ne serai plus personne. Torpedo, comédie de Mathieu Donc, avec François Damiens, Audrey Dana et Christian Charmetan. Un trentenaire voit sa vie bouleversée lorsqu'il apprend qu'il vient de gagner un repas avec son idole. Bonjour monsieur. Vous êtes tout seul, monsieur Ressac, je ne vois pas votre petite famille. C'était compliqué aujourd'hui. Les consignes sont très claires. Pas de famille, pas d'action cadeau. Monsieur Dumont? Là, n'approchez pas. Il n'y a plus rien ici. Tout est à Brest. J'ai droit. Tu veux aller à Brest avec un petit pas sommé? C'est comme la vie, les vélos. Quand tu t'arrêtes d'avancer, tu tombes.
T'es un torpedo, Michel. Je m'appelle Kevin. Mon père s'appelle Michel. Je m'appelle Michel. Le gamin s'appelle Michel. Je sais pas ce qu'ils ont les Belges avec les petits gamins, hein, mais c'est l'autre au moins. Hein non, parce que un Belge moustachu qui conduit une camionnette, moi je me méfie. Hein. Hainaut président, comédie de et avec Michel Muller, ainsi qu'Olivier Gourmet et Robinson Stévenin. Bonsoir Monsieur Hainaut. Bonsoir. Il y a 2 mois encore, personne ne vous connaissait, mais depuis la fermeture